Ed Warren a dit « Les forces diaboliques sont redoutables, ces forces sont éternelles et elles existent. Le diable existe, Dieu existe. Et pour nous, en tant que mortels, notre destin dépend de celui que nous choisissons de suivre. » Dans cette vidéo, vous allez découvrir une histoire qui vous invitera à ne pas jouer avec ce qu'on ne peut contrôler. Comme vous le savez, le paranormal est quelque chose de brumeux, intouchable et imperturbable. Cette histoire, celle d'une jeune femme du nom de Julia, devrait vous convaincre de ne pas jouer avec le feu, car sans le vouloir, vous pourriez vous brûler avec le feu des enfers. Un enfer qui a vu sa porte apparaître aux États-Unis. Nous sommes en 1971, dans le sud du Connecticut, pendant la nuit de Noël. Julia, une jeune femme âgée de 32 ans, sensible au milieu du paranormal, était une jeune femme qui se livrait à diverses occasions à l'occultisme, une passion qu'elle avait héritée de sa mère qui elle-même était médium. Pendant la nuit de Noël, Julia, accompagnée de sa sœur, ont décidé de se livrer à l'expérience d'une séance de Ouija. Pendant environ 1 heure, toutes deux ont essayé d'entrer en contact avec le père d'une de leurs amies qui avait perdu la vie. Pendant cette séance, elles ne sont pas restées sans résultat. Elles ont bien eu ce qu'on pourrait catégoriser de réponse. La goutte au milieu de la planche a bougé, mais à chaque fois, elles donnaient des réponses qui n'étaient pas claires. C'était imprécis. Concrètement, les réponses données ne voulaient absolument rien dire. Donc finalement, considérant qu'elles n'arrivaient pas à atteindre le but qu'elles s'étaient fixé, entrer en contact avec le père de leur amie, les deux femmes ont décidé d'arrêter leur expérience. Elles pensaient que l'expérience avait été un échec. Effectivement, elles n'ont pas réussi à entrer en contact avec la personne souhaitée. Mais est-il possible qu'elles aient réussi à attirer autre chose? Quelques jours plus tard, nous sommes un samedi, nous sommes passés à un mois de janvier, une nouvelle année est en cours. Julia se trouve être avec son petit ami, John, et ensemble, ils passent une soirée des plus tranquilles, des plus normales, en regardant à la télévision une émission sur le sujet du paranormal. Une fois l'émission terminée, John est resté avec Julia et tous deux ont ensuite discuté de toutes les expériences qu'ils ont pu apercevoir à la télévision. Ils étaient tous deux passionnés par ce domaine-là, donc ils échangeaient énormément jusqu'à ce qu'il soit à peu près 1 heure du matin. C'est à cette heure-là que John a décidé de partir du domicile de Julia, de rentrer à la maison, et Julia, elle, étant épuisée, a décidé d'aller se coucher. On était en plein mois de janvier. Donc il faisait extrêmement froid, donc plutôt que de dormir dans sa chambre où la température était glaciale, elle a plutôt décidé de dormir sur le canapé, proche du radiateur pour passer une nuit plutôt chaude. Elle a trouvé le sommeil plutôt aisément, et à part le bruit du vent qui tapait sur les vitres à l'extérieur, tout était des plus calmes et des plus normales. Et pendant ce sommeil profond, Julia a fait un rêve. Dans son rêve, elle voyait John, son petit ami, qui rentrait dans son immeuble, là où Julia vivait. Elle le visualisait très bien et elle le voyait en fait rentrer chez Julia, comme il avait parfois l'habitude de le faire. Dans son rêve, John mettait une clé dans la porte d'entrée de l'appartement de Julia et elle se précipitait à la porte pour accueillir l'homme qu'elle aimait. Et c'est au moment où dans son rêve elle se lève de là où elle était installée, que dans la réalité, elle se réveille. Sauf que les bruits qu'elle imaginait dans son rêve étaient aussi présents à son réveil. Elle entendait une clé s'introduire dans une serrure et après ce son, Julia a vu la porte d'entrée s'ouvrir de quelques centimètres. Julia a bien conscience que tout ce qu'elle a vu dans son rêve était un rêve. Donc elle sait pertinemment qu'elle n'attend personne et qu'il n'y a personne qui est en train de rentrer chez elle. Donc elle présume, sachant que la porte s'ouvre, qu'elle avait oublié de verrouiller la porte à clé et que c'est le fameux vent qui tapait à l'extérieur qui, par un jeu de courant d'air, a ouvert la porte. Elle s'apprête donc à se lever du canapé pour verrouiller la porte, mais juste avant de se lever, elle entend comme des bruits de pas. Tout de suite, Julia est terrorisée. Terrorisée par une pensée qui est tout à fait rationnelle. Elle pense en fait qu'un cambrioleur s'introduit dans son appartement. Elle entend des bruits de pas. Julia décide de ne faire absolument aucun bruit, de ne pas se faire remarquer. Elle est dans la pénombre la plus totale, donc elle ne voit absolument rien. Elle patiente pendant en réalité quelques secondes, mais pour elle, ça lui semble être plutôt des heures. Un moment
à essayer d'apercevoir quelque chose, ou elle utilise ses sens pour essayer de capter le moindre bruit, la moindre ombre qui pourrait se déplacer devant elle. Mais après ces quelques secondes d'attente, le silence a repris la place qui était la sienne. Elle est restée là, essayant de comprendre ce qui s'était passé, et rapidement, la solution la plus plausible qui lui vient en tête, c'est qu'elle a imaginé tout ce qu'elle a entendu. Pour elle, elle était peut-être encore en phase de demi-sommeil, et donc la réalité s'est mêlée avec ce qu'elle a rêvé. Et d'un coup, alors qu'elle essayait de se raisonner, elle a entendu un nouveau bruit, comme un bruit de frottement. Et ensuite, d'un coup, son matelas a comme sautillé sur place, sans que personne ne fasse quoi que ce soit, comme si quelqu'un en fait avait tapé dessus, et avec l'impact, le matelas s'était relevé un petit peu avant de se reposer là où il était installé. Cet événement a surpris Julia, elle a voulu crier mais elle s'est mordu les lèvres pour ne faire aucun bruit, car elle se dit que peut-être, si cambrioleur il y a, c'est peut-être lui qui joue avec elle. Effectivement, elle a également ressenti un souffle chaud sur son visage, comme si quelqu'un respirait très proche de son visage. Elle pense là qu'il y a bien un cambrioleur et que cet individu est au fait de la présence de Julia au niveau du matelas. Et ce que Julia pense, c'est que cet individu va l'étrangler. Elle avait les yeux fermés quand le matelas s'est mis un petit peu à sauter. C'est un réflexe qu'elle avait eu par peur, et pour en avoir le cœur net, elle décide d'ouvrir les yeux. Et en ouvrant les yeux, elle tombe sur quelque chose qu'elle ne pouvait pas prévoir, et donc une chose auquel elle ne s'attendait pas. Elle voit à quelques centimètres de son visage 2 yeux jaunes, comme ceux d'un chat. Sauf que, très rapidement, plein d'explications se mêlent dans sa tête. Il est impossible qu'un chat se retrouve à la hauteur de son visage. Il n'y avait rien qui pourrait faire que le chat se trouve ici. Donc tout de suite, Julia comprend que quelque chose ne va pas. Donc elle a ce geste de recul. Elle a peur. Elle crie de toutes ses forces. Et au moment de son cri, le chat, lui, fait comme demi-tour et s'éloigne d'elle. Elle remarque que le chat fait comme un mouvement, comme si en fait il était sur une table et qu'il sautait sur le sol, car elle entend un léger bruit d'impact sur le sol. Pour ceux qui ont des chats, vous voyez probablement de quoi je veux parler. Julia ne comprend pas, car comme je l'ai dit un peu plus tôt, il n'y avait rien qui permettait au chat de se retrouver à la hauteur de son visage. Donc elle est d'autant plus surprise d'entendre qu'il, en quelque sorte, saute de quelque chose qu'il n'y a pas vers le sol. Et elle, bien qu'elle avait hurlé, elle n'a pas détourné son regard du chat. Et elle a remarqué que le chat est allé dans une direction, et là, Julia a vu qu'il y avait une petite fille à l'opposé du matelas. Une fille qui se tenait là, immobile, debout. Julia l'a vue très nettement. Une petite fille âgée d'environ 14 ans. Elle portait une chemise de travail, une sorte de jean. Elle avait des longs cheveux blonds qui entouraient son visage qui lui était extrêmement pâle. Elle avait des yeux extrêmement bleus qui fixaient Julia avec un air en quelque sorte amusé. Une fois que Julia l'a remarqué, là la jeune fille a commencé à faire quelques pas en sa direction, suivie de près par le chat. Julia voulait bouger, mais elle était comme paralysée. Elle n'arrivait pas à faire le moindre mouvement. La jeune fille s'approcha. Elle observa Julia comme si elle l'analysait, plaçant son visage à quelques centimètres du sien. Julia, elle, ne pouvait toujours pas bouger, et au bout d'un court moment, la jeune fille a fait demi-tour et a traversé le salon, suivie du chat. C'est quand la jeune fille s'est éloignée que là, Julia a pu reprendre possession de son corps et commencer à rebouger de nouveau. En reprenant ses esprits, Julia s'est tapé assez violemment le tibia sur le sommier de son matelas, mais elle n'a pas réagi à la douleur, elle ne l'a pas senti tellement elle était omnubilée par la situation qu'elle venait de vivre. La jeune fille, elle, s'est dirigée vers la cuisine. Julia, elle, plutôt que de se cacher, de fuir, a été très curieuse de ce qu'elle avait vu. Rappelez-vous, c'est quand même quelqu'un qui est très passionnée par le domaine de l'occulte, par le milieu du paranormal, donc elle était curieuse. Elle a décidé de suivre la jeune fille, et en arrivant dans la cuisine, elle s'est rendue compte qu'elle avait disparu, et que le chat aussi n'était plus là. Julia s'est perdue dans ses pensées, elle essayait de comprendre ce qu'il s'était passé, et c'est là, alors qu'elle réfléchissait à toute la situation qu'elle avait vécue, qu'elle s'est rendue compte d'une chose. Elle était dans la pénombre la plus totale, elle n'arrivait même pas à discerner les meubles qu'il y avait autour d'elle, tellement il n'y avait aucune source lumineuse. Et c'est là qu'elle s'est dit, comment c'est possible d'avoir vu aussi nettement et la jeune fille
et le chat, sachant qu'elle ne voyait rien d'autre. Elle pense potentiellement à des intrus, donc elle a allumé la lumière, elle a vérifié les portes, les fenêtres, et tout était fermé. Il n'y avait en tout cas pas de signe d'effraction, les serrures n'étaient pas forcées, les fenêtres n'étaient pas brisées, et d'ailleurs, la porte d'entrée, Julia en a eu la confirmation, était bien initialement verrouillée. Donc, comment cette jeune fille a réussi à rentrer dans l'appartement de Julia? Là, ce n'est plus la peur qui habite le cœur de Julia, c'est plutôt une grande curiosité. Elle se pose énormément de questions, elle est très intriguée par tout ce qui vient de se passer, elle veut comprendre comment c'est possible. Elle réfléchit donc, elle met tout son esprit à disposition de ce mystère, mais elle ne trouve aucune réponse et donc elle décide d'aller se coucher. Elle pensait faire une nuit blanche parce qu'elle allait beaucoup trop réfléchir à ce qui s'était passé, mais étonnamment, à sa plus grande surprise, elle s'est endormie plutôt rapidement. Le lendemain, Julia s'est réveillée, il faisait jour donc l'ambiance dans l'appartement était nettement plus rassurante que pendant la nuit, et là, avec un peu de sommeil, elle se dit que peut-être, effectivement c'est possible, tout ce qu'elle a vécu pendant la nuit n'était qu'un rêve. Elle aurait fait un rêve dans un rêve, et ensuite elle aurait fait le rêve de la petite fille. Là, à la lumière du jour, elle a pu voir que son appartement était comme elle l'avait laissé, il n'y avait pas eu de désordre, rien en soi d'inhabituel. Et la seule chose qu'elle a remarqué, c'était un bleu qu'elle avait au niveau de la jambe qu'elle n'a pas su expliquer. Nous pouvons potentiellement dire que ce bleu est dû au choc du tibia sur le sommier du matelas, choc dont Julia ne s'est pas rendu compte. Et donc Julia décide de ne pas s'intéresser plus que ça à ce qui s'est passé. Elle commence à se dire qu'en fait, tout ce qu'elle a vécu n'était qu'un rêve et qu'elle ne pourra de toute manière jamais expliquer réellement ce qu'elle a vécu pendant la nuit. Elle se dit qu'elle va l'oublier aussi rapidement que cette situation angoissante lui est arrivée. Mais malheureusement pour elle, ça n'allait pas être le cas. Nous avançons un petit peu dans le temps. Nous sommes maintenant au mois de février. Elle a organisé un dîner en compagnie de son petit ami, de son frère Marc et de sa femme Lucie. À l'extérieur de l'appartement, il faisait très froid. On est vraiment en plein hiver. Il fait bon vivre chez les gens, mais à l'extérieur, c'est un enfer glaçant. Et donc, cette soirée-là se passe très bien. L'ambiance est extrêmement chaleureuse. De plus, Lucie, la femme du frère de Julia, attend un enfant, donc tout le monde est très excité à l'arrivée de cet heureux événement. Julia, toujours passionnée par l'occultisme, a proposé à Lucie de poser des questions à des esprits pour les interroger sur le sexe du bébé. Lucie était plutôt partante, donc elle et Julia sont allées dans une pièce à l'écart et ensemble elles ont réalisé une séance de Ouija. La séance s'est passée comme la première que Julia avait réalisée, c'est-à-dire que les réponses, bien qu'il y en ait, étaient incohérentes, il n'y avait qu'un ensemble de lettres qui étaient données mais qui ne formaient jamais de mots. Donc au bout de 20 minutes, Julia et Lucie ont décidé d'arrêter considérant que les esprits ne voulaient pas leur répondre. Marc, le frère de Julia et sa femme Lucie sont partis vers 23 h à la fin du dîner et John lui est resté un petit peu pour regarder la télévision avec elle, passer un temps en amoureux avant de partir 2 heures plus tard. Et quelques minutes après le départ de John, Julia a remarqué qu'étonnamment, alors que ça n'avait pas été le cas depuis le début de la soirée, elle se trouvait gelée, elle avait extrêmement froid. Donc, exactement comme pendant la nuit de janvier, ayant très froid, Julia a décidé de dormir sur le canapé pour être proche du radiateur et ainsi chercher un peu de chaleur. Elle retrouve donc un peu de confort. Julia s'endort, mais au bout d'un certain temps, elle se réveille. Non pas parce qu'elle a passé une bonne nuit de sommeil et qu'elle se sent très reposée, absolument pas. Elle se réveille parce qu'elle est encore plus gelée qu'au moment où elle s'est couchée. Le froid était intense. Ce n'était pas forcément qu'un vent, un courant d'air glacial qu'elle sentait frotter sur sa peau. Elle sentait également l'intérieur de son corps totalement gelé. C'est là que dans sa tête, elle pense encore une fois pas à quelque chose de paranormal mais à quelque chose de rationnel. Elle se dit qu'en fait peut-être elle fait un malaise, qu'elle fait peut-être un arrêt cardiaque, mais elle pense qu'elle est en train de mourir, que la vie quitte son corps. Et alors qu'elle entre dans une sorte de panique, elle sent que le bout de son matelas est en train de s'affaisser, comme si en fait une personne s'asseyait dessus. Tout de suite, elle repense à la nuit où elle avait vécu une situation angoissante avec le chat et la petite fille. Donc elle se dit que peut-être ce chat est de retour, parce que
Elle sentait que quelqu'un s'était assis sur son lit, mais c'était très léger. Ça semblait pas aussi lourd qu'un être humain. Donc tout de suite, elle s'est levée et elle a tapoté sur le matelas pour essayer de toucher ce qu'elle pense être le chat. Et alors qu'elle est justement en train d'essayer de retrouver l'animal, elle sent comme quelque chose qui se jette sur elle avec une puissance effroyable. La chose était tellement puissante qu'elle en est tombée par terre et elle sentait un poids très lourd qui l'empêchait de se relever, la bloquer sur le sol. Elle était donc là en train de suffoquer, elle essayait de se débattre et en posant les mains sur son torse pour essayer de retirer ce qui lui est tombé dessus, elle se rend compte qu'en fait ce qui l'a écrasé c'est son matelas. En fait son matelas avait été comme catapulté sur elle, la projetant sur le sol et la bloquant. Sauf que logiquement elle aurait dû pouvoir se libérer de l'entrave de ce matelas, mais là impossible, c'était comme si quelqu'un était de l'autre côté et appuyait de toutes ses forces sur le matelas pour étouffer Julia. À ce moment-là, Julia est persuadée qu'elle va mourir. Et alors qu'elle fait cette réalisation, elle sent comme un toucher glacial, pas comme un courant d'air, plutôt comme si quelqu'un avec les mains glacées effleurait son visage. Ça commence par le menton, puis ça va sur ses joues, et ce contact a fait comme un choc électrique à Julia. Elle s'est rappelée qu'un de ses amis lui avait déjà parlé de comment réagir si jamais on était victime d'une attaque paranormale. Cet ami lui avait dit qu'il fallait essayer de parler à l'esprit, sauf que Julia, dans les circonstances où elle se trouve, elle suffoque tellement qu'elle n'arrive pas à ouvrir la bouche. Elle a puisé dans ses limites, dans ses dernières forces, pour murmurer « Dieu te bénisse, Dieu te bénisse ». Et à la fin de ces quelques mots, de ces quelques murmures, elle a senti la pression qu'il y avait sur elle s'éloigner. Julia a pu se dégager du matelas, elle s'est assise. La première chose à laquelle elle pensait, c'était de reprendre son souffle, mais bien qu'elle sentait que la chose, l'entité qui cherchait à la tuer, était partie, avait arrêté sa tentative, elle sentait toujours une présence. Elle ressentait toujours le regard de ce qui avait attenté à sa vie, posé sur elle. Elle savait que cette entité avait juste battu en retraite, insatisfaite de ne pas avoir pu aller au bout de ce qu'elle comptait faire. Julia, pour faire partir l'entité, est au fait qu'il faut qu'elle arrive à chasser sa peur. Donc elle essaye de repenser à des souvenirs plutôt heureux, donc elle pense tout de suite à John, au premier moment où ils se sont dit « je t'aime » et là, un sentiment de plénitude l'a envahi, un sentiment qui la rassurait, qui la mettait plus en joie que dans un sentiment de peur, et après cela, la présence a disparu. C'est comme si en fait cette entité se nourrissait de la peur de Julia pour gagner en puissance et arriver à l'atteindre. Consciente qu'elle a clairement échappé belle, que cette nuit aurait pu être sa dernière et ne voulant pas être la victime d'une entité paranormale, peut-être même démoniaque, Julia décide de faire appel au célèbre couple de démonologues, Ed et Lorraine Warren. Ils avaient déjà une petite réputation et rapidement le couple comprend ce qu'il se trame dans la vie de Julia. Concrètement, Julia, quand elle a réalisé cette séance de Ouija à Noël avec sa sœur, a invité une entité à rentrer dans sa vie. Et sans le vouloir, elle est devenue le jouet de l'entité démoniaque qui a répondu à l'appel des deux sœurs. De plus, au mois de janvier, quand elle a vécu la première nuit assez étrange, rappelez-vous, elle venait de regarder une émission tournée sur le paranormal avec son petit ami John. Donc pendant cette soirée-là, très précisément, elle avait son esprit qui était tourné vers le culte. Elle avait regardé une émission, elle en avait ensuite parlé avec John, donc elle était vraiment concentrée sur ce sujet-là. Et l'esprit en a profité pour se manifester. L'esprit a ensuite disparu, et il est revenu quand Julia a réalisé une autre séance de Ouija avec la femme de son frère. Là, l'esprit a voulu saisir sa chance, celle de faire du mal à Julia, et les Warren considèrent que c'est probablement un esprit très puissant, car malgré les mots sacrés qu'a utilisé Julia pour se libérer, l'esprit n'a pas été chassé. Il a juste battu en retraite, donc par conséquent, il semble que ce soit un esprit assez puissant. Les Warren sont intervenus, non pas pour chasser l'esprit, car ça, ils n'y sont pas arrivés. Ils ont juste donné des conseils et des apprentissages à Julia pour qu'elle puisse se protéger et se défendre si jamais le genre de situation qu'elle a vécu se reproduisait. Et effectivement, ça a bien été le cas, car des mois après l'assistance des Warren, Julia leur a raconté qu'elle entendait toujours, parfois,
la nuit, la porte de son appartement s'ouvrir et qu'à la suite de cela, elle entendait comme les pas légers d'un chat qui marchait sur le parquet. Un signe qui montrait clairement que l'entité n'avait pas l'intention de partir. Quand j'aborde des thèmes surnaturels, des sujets qui en soi nous dépassent, j'aime faire appel à des connaissances qui baignent vraiment dans ce milieu, dans cette brume depuis un moment. Et fort heureusement dans mon cas, j'ai une amie médium qui m'a déjà révélé certaines choses qui, je trouve, semblent assez coïncider avec cette histoire-là. La fameuse histoire de Julia. Ce dont je veux parler, c'est cette histoire de portail vers l'enfer, vers le monde des esprits. Dans l'histoire, on parle de planche de Ouija. Justement, mon ami médium m'a déjà dit que, effectivement, une planche de Ouija peut être utilisée pour créer un portail, mais ce n'est pas tout. Carte de tarot, rituel, il y a vraiment beaucoup de moyens qui permettent d'ouvrir un fameux portail. Et il semblerait que dans l'histoire de Julia, effectivement, de par l'utilisation répétée de planches de Ouija, elle a effectivement à chaque fois ouvert une porte. Mon ami médium m'a également signalé que nous-mêmes, en tant que personnes, nous pouvons être un portail. En quelque sorte, une porte que l'on peut ouvrir et fermer. Par contre, quand on utilise un moyen, donc planche de Ouija par exemple, là on ne peut qu'ouvrir la porte et pas la refermer. On n'a pas le contrôle absolu sur la fermeture du portail. Et on dirait bien que dans l'histoire de Julia, effectivement, au mois de janvier, quand elle a regardé cette émission sur le paranormal, elle-même étant très tournée sur l'occultisme, le paranormal, elle se soit transformée en quelque sorte en portail sans s'en rendre compte. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Parfois, juste se concentrer sur quelque chose permet de créer, alors moi je ne vois pas vraiment ça comme une porte, mais plutôt comme un fil qui sert de lien et qui nous connecte au monde des esprits, sauf que ce fil, il est très difficile de le couper. Et c'est quelque chose qui semble se confirmer dans l'histoire de Julia. Elle a réalisé plusieurs séances de Ouija, elle a même des connaissances sur le milieu occulte, et malgré tout cela, et bien qu'elle ait des connaissances, ça n'a pas empêché de se lier à une entité qui est là par la présente maléfique. Concrètement, si on essaie de lier tout ça à l'histoire, Julia a ouvert un portail lors de la séance de Ouija qui a eu lieu à Noël. Là, une entité s'est intéressée à elle. Elle a ouvert de nouveau un portail, cette fois-ci elle-même en se concentrant sur le milieu occulte. Et là, l'entité a interagi avec elle. Et ensuite, elle a ouvert de nouveau un portail lors de la séance en février avec Lucie. Et là, l'entité a décidé de s'en prendre à elle. Et donc, c'est à chaque fois les ouvertures de ces portails qui ont donné pour résultat tous les événements qui sont en réalité paranormaux. Il y a peut-être une question qui se balade dans votre esprit, c'est comment créer ce portail avec le monde des esprits. C'est à la fois simple et complexe. On peut déjà organiser un rituel comme l'a fait Julia avec la planche de Ouija, ça on en a déjà parlé, c'est la partie simple. Et la partie complexe, c'est qu'il faut une volonté farouche de se plonger dans l'occultisme. Sans cela, l'expérience devrait être un échec, mais quoi qu'il en soit, je ne vous conseille absolument pas de le faire. Je vous mets en garde à ce sujet. En cherchant à entrer en contact avec des esprits, vous ne savez pas lequel va répondre à votre appel. Il peut être bienfaisant ou totalement néfaste. Pour la métaphore, imaginez-vous dans un couloir d'un hôtel avec bon nombre de portes fermées de chaque côté. Entrer en contact avec un esprit, c'est frapper à l'une de ces portes sans savoir qui vit à l'intérieur de la chambre. De plus, de ce que j'ai pu comprendre, les médiums, ou en tout cas les personnes qui peuvent intervenir pour aider dans ce genre de situation, peuvent refuser d'aider ceux qui ont créé leur propre enfer. Donc si vous commencez à être tourmenté par un esprit démoniaque que vous avez vous-même invité, alors il est probable que vous soyez seul face à lui. Je sais bien qu'en parlant d'un sujet Warren ou à plus grande échelle de paranormal, qu'il va y avoir beaucoup de sceptiques. Et c'est normal, tant mieux. J'aime bien quand il y a un équilibre quand je traite ce genre de sujet, un équilibre avec des personnes qui y croient et d'autres qui remettent en cause ce qui est avancé. Et la solution facile, pour ceux qui n'y croient pas, c'est de dire que c'est absolument n'importe quoi, que tout ce que Julia a vécu n'est que dû à son imagination, qu'il est impossible de créer un quelconque portail vers le monde des esprits. Un peu si
on vulgarise la chose à la manière de l'armoire dans le monde de Narnia ou de la voie 9/3 dans Harry Potter, de créer justement quelque chose qui permette de faire la bascule entre les deux, et effectivement ça semble assez invraisemblable. De plus, comme je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos où je traite de cas Warren, et ce cas-là ne fait pas exception à la règle, cette affaire n'est documentée que par 2 personnes, Ed et Lorraine Warren. Effectivement, beaucoup de leurs affaires, surtout les moins connues, n'ont aucune source extérieure à part les Warren eux-mêmes. Donc tout de suite, on peut crier à l'invention. Par exemple, que cette histoire-là, le cas de Julia, n'a été créé que pour alimenter le nombre de cas de la liste des cas traités par les Warren. Effectivement, c'est possible. Mais j'ai une théorie qui permet de contredire cet argument-là. L'affaire de Julia se passe dans les années 70. Et pendant cette même période, les Warren ont exposé le cas d'Annabelle, la fameuse poupée maléfique qui a fait beaucoup parler. Ils ont aussi traité le cas de la maison Conjuring et de la famille Perron, cas aussi qui est très connu. Donc il est possible que cette fameuse Julia, d'autant plus que dans l'histoire on nous dit qu'elle n'est pas débarrassée de l'esprit qui la tourmente, ait souhaité garder son anonymat pour ne pas être dérangée par exemple par des journalistes. Elle n'a peut-être pas souhaité ébruiter l'affaire qui la concernait. D'ailleurs, qui nous dit que Julia est le vrai prénom de la victime de cette histoire? En soi, personne, sachant qu'il n'y a aucun témoignage écrit ou filmé de Julia elle-même, où elle se révèle comme telle, être Julia, s'appeler Julia et valider tout ce qui a été raconté. Donc effectivement, c'est un cas qui peut être amené à être pris avec certaines pincettes. Concrètement, la question légitime qu'on peut se poser vis-à-vis de cette histoire, c'est est-ce qu'elle est réelle ou pas? Eh bien malheureusement, à mon grand regret, déjà pour moi, mais je suppose pour vous aussi, je ne peux pas vous le dire. Ce n'est pas que je ne le veux pas, mais c'est que je ne le peux pas. Tout cela va en fait dépendre de vos croyances. Je ne chercherai pas à vous convaincre, ce n'est pas le but de la vidéo. Mon but c'est avant tout de vous partager une histoire, mon analyse, que ce soit à but informatif ou à but de divertissement tout simplement. Et je sais par expérience que certains vont croire cette histoire malgré toutes les controverses qu'il peut y avoir, et d'autres ne la croiront pas, même si un fantôme apparaissait devant leurs yeux. Ils trouveront toujours quelque chose pour justifier ce qu'il s'est passé, et ce de manière rationnelle. C'est comme ça, chacun a son avis, et c'est très bien. Libre à vous de débattre du sujet en commentaire. Je me permettrai juste d'ajouter une information que j'ai trouvée assez intéressante, qui n'a aucun lien direct avec l'histoire que je vous ai contée, mais qui pourrait y être connectée si on cherche bien. Il y a des endroits sur notre planète, en fonction des religions, qui sont considérés comme des portails vers l'autre monde. Des endroits assez particuliers, avec des activités géologiques atypiques, comme des volcans, ou alors ça peut être des grottes, des lacs, peu importe, il y en a plein, et selon ce que j'ai pu trouver, il y en aurait approximativement 11. Par exemple, il y aurait la ville fantôme de Fengdu, en Chine, ou encore les portes de Pluto, en Turquie. Eh bien, on suppose qu'il y aurait une de ces 11 portes qui se situerait ni plus ni moins que dans le Connecticut. Précisément, en soi, là où se situe l'histoire de Julia. Ou précisément, ça, on l'ignore, peut-être un centre correctionnel à Bridgeport, ou encore le fameux musée de l'occulte de Ed et Lorraine Warren. Qui sait, peut-être que cela a un lien avec l'ouverture du portail de Julia, ou pas du tout. Et voilà les amis, on en a fini pour cette histoire, pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager tout ce que j'ai pu raconter, le fruit de mes recherches. Je tiens à préciser une chose, c'est que l'histoire de Julia est tirée d'un livre que je me suis procuré, dont vous pourrez retrouver la source en description bien sûr si ça vous intéresse. Une histoire que j'ai trouvée intéressante, qui se dénote un peu des histoires paranormales que l'on peut voir parmi par exemple les histoires les plus connues des Warren. Généralement dans les histoires qui ont fait le plus de bruit, on a des événements vraiment incroyablement, pas nécessairement glauques, mais spectaculaires, où on va avoir quelqu'un qui va léviter, des personnes qui vont être projetées, ce genre de choses. Là ça reste relativement soft, même si on a quand même une Julia qui a failli perdre la vie selon l'histoire en étant écrasée sous un matelas. Je vous invite à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et de l'histoire dans les commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram, MakenTV, que je vous affiche juste ici si vous souhaitez me faire un retour là-bas, si vous souhaitez m'envoyer même une histoire qui vous est arrivée à vous, c'est avec grand plaisir que je vous accueille. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'était un plaisir pour moi de vous la partager. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut!